Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast dans lequel je suis ravie d'accueillir aujourd'hui une nouvelle invitée. Tu le sais, j'ai à cœur de te partager toujours plus d'expériences autour de la rénovation et c'est bien en conviant à mon micro des personnes qui ont connu cette aventure et qui ont pu rencontrer les joies et les difficultés que tu t'apprêtes à vivre ou que tu vis actuellement avec ta réno. J'adore parler réno ici, mais ce n'est pas un secret, j'adore aussi concevoir les projets de rénovation des autres, puisque j'en ai fait mon métier avec les projets des clients que j'accompagne, mais aussi je compte bien me relancer dans un nouveau projet de rénovation personnel très prochainement. Et pour te dire un peu plus où j'en suis, tu as peut-être suivi cela sur Instagram, mais j'ai vendu ma maison cet été. La maison en pierre que nous avons rénovée à la sueur de nos fronts pendant 2 ans en Bourgogne, qu'on a rénové donc en 2017, de 2017 à 2019. Et nous l'avons vendue car nous avons décidé de changer de vie et de venir nous installer au bord de l'océan. Alors on est ici, à côté de Pornic, parce que c'était le rêve de mon conjoint qui a grandi au bord de l'océan, puisqu'il est breton, et que ça lui manquait vraiment beaucoup. Et pour réaliser mon rêve à moi également, on a décidé effectivement assez naturellement qu'on allait se relancer dans une rénovation avec une 3e réno. Donc voilà, c'est officiel, on s'y remet. Ça va probablement prendre un peu de temps car évidemment on sait exactement ce qu'on veut et moi je vais être particulièrement exigeante. On a décidé donc de s'installer ici en location en attendant de trouver la maison qui correspond vraiment à celle qu'on cherche, la maison de nos rêves, on va dire, celle dans laquelle on veut s'installer et pour longtemps, voire pour toujours. Mais on se lance donc dans cette recherche et vous pourrez la suivre, vous pourrez suivre les étapes de ce projet sur Instagram. Je vais naturellement vous faire partager les différentes étapes de notre projet. Alors pour en revenir à l'épisode du jour, je reçois aujourd'hui Marine qui vient nous partager son aventure de la rénovation d'une très grande maison de 1850 en Auvergne et qui lui a permis de changer de vie également, mais à tous les niveaux puisque elle a créé les chambres d'hôtes, donc les chambres d'hôtes Le Clos d'Agobert. C'est en 2020 que Marine et son mari se mettent en quête d'un nouveau lieu de vie pour quitter la région parisienne qui ne leur convient plus et aussi pour se rapprocher de leur famille. De fil en aiguille, ils tombent sur cette grande et belle maison vigneronne de 600 mètres carrés, rien que ça, et face à leur coup de cœur, ils ne peuvent pas faire demi-tour. Ils décident d'acheter la maison en imaginant un nouveau projet professionnel pour Marine, donc tout rénover et accueillir des invités avec une activité de chambre d'hôtes et de gîte. Marine nous le raconte, c'est donc la maison qui leur a soufflé l'idée. Et puis, ayant déjà réalisé 2 belles rénovations complètes par le passé, c'est finalement pas un projet qui leur a fait peur. C'était l'opportunité pour eux d'écrire une nouvelle page à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Donc pour créer les chambres dont ils avaient besoin, ils ont dû évidemment repenser l'intégralité des volumes et des réseaux, un gros boulot, puisque qui dit chambre d'hôte dit autant de salles de bain qu'il n'y a de chambres, ça tombe sous le sens. Marine a géré le projet comme un job à plein temps pendant plus d'1 année de travaux avant de pouvoir ouvrir officiellement début 2022.
Avec Marine, on a beaucoup parlé de ce qui motive à se lancer dans la rénovation, de cette phase de recherche, surtout quand on habite à Paris, et donc de la difficulté parfois de pouvoir se déplacer pour aller faire les visites, mais aussi de l'incertitude du marché qu'on a connu et qu'on peut connaître encore, et l'impact que ça a pu avoir sur leur projet et surtout sur leur budget, puisqu'ils ont validé leur projet pendant le premier confinement et donc, ils ont donc connu la hausse des coûts des matériaux de plein fouet. On a aussi parlé de comment un projet comme celui-ci t'amène à tout plaquer et à changer de vie, et ça c'était évidemment particulièrement intéressant. Alors maintenant que j'ai planté le décor, je te laisse avec notre conversation et bien sûr je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Marine et bienvenue sur les Clés de la Réno podcast. Je suis extrêmement contente de partager mon micro avec toi aujourd'hui pour que tu nous racontes un peu l'histoire de la rénovation de votre vieille maison vigneronne et de vos travaux. Mais comme toujours, on va commencer, si tu veux bien, par une petite présentation. Si certains qui nous écoutent ne te connaissent pas encore, c'est l'occasion que tu nous dises un peu qui tu es et où tu vis pour démarrer. Ça marche. Déjà, moi aussi, je suis très contente d'être là, Alison. Du coup, moi, je suis Marine. Je suis la propriétaire du Clos d'Agobert, qui est une maison d'hôte actuellement située en Auvergne, plus précisément dans le Puy-de-Dôme, entre Clermont-Ferrand et Issoire. Et du coup, cette grande bâtisse, c'est notre troisième projet de rénovation, parce qu'on allait crescendo dans les projets. Et là, en l'occurrence, c'était un gros bébé puisqu'on est sur quasiment 600 mètres carrés de bâtiment. 600 mètres carrés, effectivement, c'est un gros bébé. Et du coup, alors, pour qu'on puisse bien comprendre, ce sont des chambres d'hôtes, c'est ça. Vous avez créé un projet de chambre d'hôtes. Il y en a combien? Ça ressemble à quoi? Oui, exactement. Alors, c'est un projet, en fait, donc dans ce bâtiment-là, donc c'est situé en zone rurale, comme pas mal de chambres d'hôtes. Et du coup, donc dans cette zone rurale-là, c'était une ancienne maison vigneronne, comme tu le disais tout à l'heure, dans laquelle il y avait du coup plusieurs bâtiments. Il y en a 4 exactement. Donc voilà, et donc l'ensemble de ces bâtiments font dans les 600 mètres carrés à peu près. En tout cas, c'est ce qui a déjà été rénové. Et on a une grande maison principale de 130 mètres carrés par étage, à 3 étages. Donc, je te laisse faire calcul, mais c'est grand. Voilà. C'est dedans, du coup, qu'on a notre 4 chambres d'hôtes. On a aussi également donc, une grande pièce de réception qu'on appelle l'orangerie, parce que c'était une ancienne orangerie qui a été rénovée, qui fait 90 mètres carrés, qui est un espèce de salon salle à manger pour les clients. Vous avez une grande cuisine, pareil pour les petits déjeuners, qui doit faire 60 mètres carrés. Et il y a également un gîte attenant, donc dans la propriété, qui lui fait dans les 90 mètres carrés à peu près, et qui lui est plutôt destiné aux familles, puisqu'il y a de nouveau sa propre cuisine, son propre salon, enfin tout est complètement indépendant. Mais ils peuvent profiter, s'ils le veulent, des commodités en fait, qui sont habituellement destinées aux chambres d'hôtes, type la piscine, justement l'orangerie avec le grand salon, enfin voilà, le jardin, toutes ces choses-là. D'accord. Et alors, du coup, je suis intriguée. Tu nous disais, c'est votre troisième projet de rénovation. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'avant de se... Alors, je sais que certains se lancent sur des projets comme ça dès le premier coup. Nous, non. C'est pas mal. Voilà. Nous, on a préféré y aller par étapes. Donc, avant ça, on avait rénové des projets de taille très, très normaux, en fait. Puisque, du coup, notre premier appartement faisait 60 mètres carrés, comme beaucoup de gens, du coup. On était sur des surfaces beaucoup plus habituelles. Donc, c'est la première rénovation qu'on a faite, où on avait absolument tout rénové. C'était un appartement des années 60 qui était en Île-de-France, qu'on a acheté, qui était dans un état lamentable, tellement lamentable qu'en étant pourtant en proche couronne, proche du RER, hyper bien placé, il a mis 3 ans à se vendre. Ah ouais. Donc oui, alors pour ceux qui ne sont pas d'Île-de-France, en Île-de-France, surtout à la période où on achetait, souvent en une semaine, c'était vendu. Hein. Donc, c'est pour se rendre compte à quel point, voilà, dans l'état dans lequel on l'a retrouvé, qu'il y avait tout un problème de disposition, etc., qu'il a fallu revoir. Et sauf que nous, à ce moment-là, moi, j'étais encore étudiante, donc j'étais en thèse, donc j'étais une étudiante rémunérée, mais une étudiante quand même.
Donc, c'était pas si simple que ça d'emprunter. En tout cas, on n'avait pas possibilité d'emprunter des sommes énormes. Donc, bah, on a acheté ce qu'on pouvait. Et Mhm. ça a été ça, en D'accord. l'occurrence. Donc, on a dû faire pas mal de choses nous-mêmes, etc. Donc, en fait, on a mis le pied à l'étrier avec ce premier bien, ce premier appartement. Ensuite, je suis tombée enceinte. Donc là, on a eu envie d'avoir plus grand et d'avoir une petite maison. Enfin, voilà quoi. Rêve classique de trentenaires qui vont avoir un Qui veut enfant. fonder une famille, voilà. Exactement, avec les chiens, le bébé et tout, voilà. Donc là, on est arrivé d'une maison. Pareil, toujours pour des questions de prix d'immobilier en Île-de-France qui étaient extrêmement tendues. On n'a pas bien eu le choix que d'avoir encore une fois une maison avec énormément de travaux. Et en fait, comme la première fois, on avait plutôt bien aimé, finalement, on s'est dit, bah, c'est pas grave, on le refait. Donc là, c'était une maison c'était déjà plus grand, on avait déjà doublé la superficie, parce qu'on était autour des 130 mètres carrés, mais il y avait une partie mansardée, qu'on va dire plutôt 120 certainement. Donc c'était déjà un projet un peu plus grand, mais encore une fois, on restait sur des tailles plus classiques, en fait, finalement, d'une maison de famille. Et ensuite, quand on a quitté l'Île-de-France, on a vu cette maison-là, euh, dont mon mari est tombé fou amoureux. Moi, je suis un peu plus rationnelle, donc je voyais pas mal les défauts, etc. Donc moi, ça a été un projet plus réfléchi, mais lui, il est vraiment tombé amoureux de la maison. Et là, pareil, encore une fois, pour que ce projet-là puisse voir le jour, fallait pouvoir y créer une activité. Sinon, ça n'avait pas Mhm. de sens d'avoir une maison aussi grande pour trois. Quatre éventuellement si un jour il y a un autre enfant, mais enfin bon, quoi qu'il arrive, 600 mètres carrés restait très grande pour une famille de taille C'est sûr. normale, voilà. Donc du coup, on a décidé d'en faire un projet de chambre d'hôte, ce qui impliquait d'énormes travaux, puisque ceux qui avaient la maison qui était là avant, eux, pour eux, c'était vraiment une maison uniquement de loisirs. C'est-à-dire, c'était même pas leur habitation principale à la base. En fait, c'était D'accord. un riche couple clermontois qui était chef d'entreprise, qui avait des immeubles sur Clermont, etc., qui vivait dans Clermont même, en centre-ville, et qui le week-end venait là pour recevoir les potes, les amis, etc. Donc, c'est une maison qui, du coup, a été disposée, qui n'a pas été entretenue, je pense, de la même manière déjà qu'une maison principale, et surtout qui n'avait pas du tout la même fonction, la même répartition des chambres, etc., comme on en avait besoin pour une chambre d'hôte. En fait, ils avaient relativement peu de chambres et surtout des énormes espaces pour pouvoir accueillir les amis avec des grandes salles de billard, des grandes salles de bar, De type un peu lounge réception, quoi. à l'anglaise. Oui, c'est ça. Ben, il y avait une des pièces, c'était vraiment la pièce du monsieur. Elle faisait quand même 80 mètres carrés. Et c'était vraiment uniquement type, vous savez, les canapés cuir avec Les le Chesterfield. baby. Et ouais, exactement. Le baby-foot, le bar, etc. C'était vraiment une espèce de club anglais Ouais. dans la maison. Et donc, c'est une maison qui avait très peu de salles de bain, peu de chambres, parce que c'est un couple qui n'avait pas d'enfants non plus. Donc, mais qui avait des très grands espaces. Et donc, du coup, il a fallu repenser l'intégralité de la maison, puisqu'elle n'était absolument pas adaptée à une activité de chambre d'hôte, ou même familiale, en fait, finalement. Parce que même en termes de nombre de chambres, il n'y avait pas assez. Mais du coup, attends, parce que je comprenne bien. Donc, vous étiez à Paris, dans votre maison Oui, de la région parisienne, là, qui faisait 120 mètres carrés, et ouais, vous décidez de venir en Auvergne. oui, Enfin, et sans savoir que vous vouliez vraiment créer une chambre d'hôte, du coup, si je suis. exactement. En fait, alors l'Auvergne, ça sort pas de nulle part. C'est mon mari est auvergnat. Moi, je suis d'origine ardéchoise. On s'est rencontrés sur Paris parce que lui est monté pour le travail. Enfin, histoire classique, hein. Voilà. Euh, et puis, quand on a eu notre enfant, on s'est retrouvés pas mal isolés en Île-de-France. C'était compliqué à gérer. Je pense que j'ai fait un espèce de baby blues certainement aussi. Et du coup, j'avais besoin de me rapprocher de la famille, des gens qu'on connaissait, etc. Et donc, on a pas mal hésité entre l'Ardèche, d'où j'étais originaire, où mon père était encore, l'Ardèche et l'Auvergne. C'est l'Auvergne qui a gagné, enfin gagné, je sais pas, mais en tout cas, qui a hérité de nous. C'est l'Auvergne qui a hérité de nous parce que l'avantage qu'avait l'Auvergne par rapport, surtout ce coin d'Auvergne en particulier, par rapport à l'Ardèche, c'est qu'il y a de vraies grandes villes en Mhm. Auvergne, donc Clermont-Ferrand avec des CHU, des choses comme ça,
ce qui est absolument pas le cas en Au Ardèche. plein cœur de l'Ardèche, oui, c'est sûr. Exactement. Donc, et pourtant, mon père est pas très loin d'Aubenas, qui est une des villes les plus dynamiques d'Ardèche, mais pour autant, il n'y a quand même pas de service d'urgence ou de choses comme ça. Donc, c'est quand même très... hormis hormis la période touristique, il y a quand même peu comment c'est plus compliqué de vivre à l'année en Ardèche qu'avec un enfant, en tout cas. Parce qu'une fois adulte, on s'en fiche un peu, mais avec un enfant, c'est plus compliqué. Donc, du coup, on a plutôt choisi l'Auvergne. Et du coup, on a choisi une maison qu'on voulait pas trop loin de Clermont-Ferrand, qu'on voulait pas très loin de la nature non plus. Et c'est comme ça que petit à petit, on a trouvé cette maison un peu par hasard, quoi. Voilà. Et donc, vous aviez plutôt décidé de déménager, mais avec vos activités professionnelles. Enfin... Alors, mon mari a gardé complètement son activité professionnelle. Il travaille même dans la même boîte. Il a juste repassé un entretien d'embauche qui lui a permis de... Parce que c'est pas des boîtes où on mute comme ça. Il faut quand même qu'il y ait un poste, qu'on corresponde au poste. Et si on s'en est sélectionné, on va pas avoir à repasser la période d'essai, les choses comme ça. Mais il faut quand même avoir le poste pour pouvoir bouger. C'est pas un truc automatique. Voilà. C'est pas la fonction publique. C'est pas quelque chose d'automatique. Donc, du coup, lui a réussi à avoir un poste sur Clermont-Ferrand dans la même boîte, donc ce qui était cool et hyper rassurant pour les banques parce que du coup, on n'a pas dû repasser par une période d'essai de 6 mois, 1 an, enfin bref, selon les postes, elle peut être très longue. Voilà, avec un CDI tout de suite et avec quand même une expérience dans cette boîte-là. Moi, par contre, c'était plus compliqué puisqu'en fait, comme j'ai eu un parcours un peu atypique puisque j'ai pas mal de diplômes et de diplômes différents. Mais en gros, pour la faire courte, moi j'ai démarré dans la santé, donc je travaillais dans la santé, à l'hôpital, etc. J'ai continué donc en neurosciences. J'étais vraiment spécialisée dans tout ce qui était vision et malvoyance, en gros, pour faire simple. Et du coup, sur les modifications qui s'opèrent au niveau du cerveau quand on commence à avoir un traitement ou ou de la réadaptation dans certaines pathologies qui font qu'on perd la vue. Et sauf que ce type de boulot-là, j'étais en thèse pour de la recherche sur Clermont-Ferrand, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'aurais pu travailler sur Clermont sans trop de problèmes avec mes autres diplômes. Donc, dans la santé, j'aurais pu rebosser à l'hôpital, dans des centres. Il y a un centre pour malvoyants d'ailleurs à Clermont. Donc, là-dessus, je pense que j'aurais pu trouver du travail sans trop de difficultés. Mais sur la partie recherche pure et dure sur ce type de laboratoire qui était très spécifique, à Clermont, en tout cas, quand j'ai déménagé, il n'y avait pas. Peut-être qu'il y aura dans quelques années, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il n'y avait pas dans mon domaine de recherche. Donc pour moi, c'était ou retourner à l'hôpital ou en cabinet éventuellement, ou alors changer encore une fois d'activité, ce que j'avais déjà fait pas mal de fois et ce qui m'allait plutôt bien. Voilà, je suis en éternelle reconversion. Donc du coup, je me suis dit, un projet de toute façon d'une telle ampleur de rénover 600 mètres carrés, ça va être un travail à temps plein pour au moins 1 an ou 2 de toute façon. Donc après, on pourra toujours aviser. Mais du coup, je me suis consacrée à temps plein sur ce projet. Encore maintenant, je m'y consacre à temps plein. Donc, ça a été un gros bébé. Et du coup, j'ai complètement arrêté mon travail précédent pour ce projet. Ok. Et alors, du coup, vous l'avez trouvée quand, cette maison? C'était à quel moment? Alors, on l'a trouvée en 2020, mais pour le coup, ça n'avait rien à voir avec le Covid. C'était vraiment lié à au fait que notre enfant avait quasiment... Parce qu'en fait, on a fait le choix en janvier 2020. Mon fils est de mai 2019. Donc, en fait, ça a été fait quand mon fils avait quelques mois et que ça commençait à être une galère sans personne, en terminant à 21h, en n'ayant pas de... Enfin, honnêtement, c'était très compliqué. En plus, nous, on n'était pas à Paris, on était en banlieue parisienne. Il y avait beaucoup de transport, enfin quasiment 1 heure de transport. Avec ce que tous les jeunes parents connaissent, des difficultés qu'on peut avoir de trouver des crèches, des nourrices, etc. En tout cas aux horaires qui nous conviennent. Et quand il n'y a pas de relais familial à côté, c'est très compliqué. En fait, si on n'a pas un travail de bureau de type 9h, 17h, c'est très compliqué. Et on n'avait pas un travail de bureau de type 9h, 17h. C'était plutôt 8h, 19h, 20h, quoi. Donc, du coup, le temps de rentrée était déjà 21h passé. C'était très, très compliqué. Et en termes d'organisation,
et même en termes de temps passé avec la famille qui nous satisfaisait plus, quoi, et qui nous frustrait énormément. Moi, c'est une période qui m'a énormément déprimée et qui fait que du coup, j'ai eu besoin de changer un peu du tout au tout. Parce qu'en fait, du coup, je me retrouve dans une période où je suis bien ni au travail, parce qu'avant, mon travail, c'était mon bébé, c'était ma passion, etc. C'était vraiment la thèse que j'étais en train de faire, c'était mon grand projet à ce moment-là. Donc, j'y consacrais tout mon temps libre. Et du jour au lendemain, avec le petit, c'est plus le cas. Ma nouvelle passion, ça devient mon fils. Et du coup, je me suis un peu retrouvée dans une espèce de conflit entre deux choses que j'avais envie de faire, que j'avais envie de très bien faire, où j'ai l'impression de très bien faire aucun des deux. Donc, du coup, à un moment, j'ai préféré choisir. Je pense que certaines arrivent probablement à trouver un équilibre différent. Moi, je n'ai pas réussi à le trouver, cet équilibre, avec ce travail en tout cas, et avec ma parentalité. J'ai eu besoin complètement de changer de travail et de localisation pour pouvoir trouver cet équilibre-là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai tout arrêté. Et je pense que j'ai oublié le début de ta question. Quand est-ce que vous avez trouvé cette maison finalement? Voilà, Donc tu me disais, c'était exactement. Donc c'était en en 2020, janvier. mais ça Voilà, n'avait rien à je voir avec le réexpliquais. Covid. Voilà, exactement. Et donc en janvier 2020, je prends la décision, j'annonce ça à mon directeur de thèse. Voilà, donc décision pas évidente à annoncer, mais je l'annonce en janvier. Et donc en janvier, pour mémoire, c'était le moment où on commençait à parler du Covid, mais comme quelque chose, une espèce De de très truc lointain, ouais. terrible, lointaine en Chine. Voilà. Mmh. Donc on n'en était pas du tout au stade de la pandémie, hein, au moment où on a pris la décision, on n'en était pas là. Donc c'est vraiment pas le Covid qui a motivé notre choix. Le Covid, ça a surtout été un frein dans nos recherches et dans autre chose, mais en aucun cas ça a été le déclencheur pour notre choix, loin de là. Et donc, du coup, on a commencé à chercher vers peut-être février-mars, 1 ou 2 mois après, on a commencé à chercher. Parce qu'en fait, avant ça, il a fallu toute la phase où mon mari repassait les entretiens en interne dans sa boîte, etc. Oui, ça Euh, vous confirme quand même, l'emplacement géographique. Exactement, pour être sûr de l'endroit à peu près. Donc, il a trouvé dans Clermont, dans le centre de Clermont. Donc, déjà, ça nous permettait d'avoir une base. Et nous, du coup, on a commencé à chercher comme on a pu, oui, vers février, je pense, je dirais. Donc, dans un premier temps, en écumant énormément les annonces sur Le Bon Coin, Se Loger, enfin classique, hein, comme tout le monde, à distance. Donc, ça, c'est ce qui n'est pas simple. Et à ce moment-là, honnêtement, on ne savait pas ce qu'on cherchait. Ça a été hyper compliqué parce qu'à ce moment-là, euh, j'étais hyper paumée, comme je te le disais. Mmh. J'arrêtais ma thèse. Je voulais me consacrer plus à mon fils et en même temps, je n'avais pas vocation non plus à me consacrer exclusivement à lui. Ce n'était pas non plus une volonté de ma part. Donc, j'étais un peu dans une phase de ma vie où j'essayais de trouver un équilibre. Je ne savais pas comment le trouver. C'était pas la joie absolue à ce moment-là. Et surtout hyper paumée. Donc on commence à regarder en se rendant pas bien compte des prix de l'immobilier, parce qu'Alexis avait quitté Clermont depuis déjà au moins 6-7 ans. Donc entre-temps, il était passé via Lyon ou autre. Donc ça faisait déjà un petit moment qu'il était plus sur Clermont. Donc pareil, lui, les prix de l'immobilier, ça lui parlait pas. Il savait plus en fait, ou alors il avait en tête les prix d'il y avait 10 ans avant, qui étaient absolument plus les mêmes en fait. Oui, puis ça change tellement vite. Ça Tout le change temps. très vite. Et puis surtout, on ne regardait pas les mêmes choses. C'est-à-dire que lui, il avait en tête des choses en tant qu'étudiant, d'un petit studio, voilà, en plein centre, etc. Alors que nous, si c'était pour nous loger, on cherchait des choses déjà un peu plus grandes. Au début, on avait été un petit peu habitués aussi à l'Île-de-France et au type de maison. Enfin, on appelle ça communément les maisons bourgeoises, avec les petites moulures, les jolies. Enfin, dans le coin où on était, on appelle ça c'était les maisons à meulière. Donc, c'était Mmh. avec certaines pierres, etc. Donc, le problème, c'est qu'à Clermont, si on recherche la même chose, finalement, en fait, on était sur des prix qui étaient très proches de celui de la proche banlieue où on était. Mmh. Où là, ça a été une énorme surprise et un peu une claque pour nous. C'était que quand on regardait le prix au mètre carré moyen de Clermont-Ferrand, on était sur quasiment moitié moins cher que là où on était. Donc, c'était dit, bah, c'est génial, on va être à l'aise. Juste avec le salaire de mon mari, on pourra à peu près s'en sortir. Et moi, ça me laissera le temps d'ici 1 an ou 2, voir, enfin, voilà, le temps de me poser, etc. Décider ce que tu veux Et de faire. trouver ce que je veux, exactement.
Et en fait, on se rend compte que pour une maison équivalente à celle qu'on vendait donc à Saint-Maur-des-Fossés, c'était la ville, donc pas très loin de Créteil, en fait, on avait à peu près la même chose bien placée dans Clermont même, quoi. Mhm. Puisqu'en fait, le Clermont, pour la petite histoire, pour ceux que ça intéresse en architecture, c'est une ville qui a été énormément modulée par Michelin, qui est la très grande boîte de Clermont-Ferrand. C'est de moins en moins vrai, mais ça l'a été pendant très longtemps. Elle a façonné la ville. Et Michelin a notamment, pendant longtemps, créé des quartiers entiers destinés aux ouvriers Michelin. Donc, il y a des quartiers entiers de Clermont-Ferrand où toutes les maisons sont mitoyennes. C'est des petites maisons de 2 étages max, toutes collées les unes aux autres. C'était des maisons ouvrières, etc. Et donc, en fait, quand vous regardez les prix au mètre carré moyen, ces maisons-là sont prises en compte dans le prix au mètre carré moyen. Si par contre, vous commencez à regarder des maisons un peu plus bourgeoises avec un peu de terrain ou autre, vous n'êtes pas à 2 000 € du mètre carré. Vous êtes à 5 000 facile du mètre carré. Donc, en fait, vous êtes assez proche, finalement, de ce qu'on pouvait avoir en Île-de-France. Donc, ça, c'est un petit peu la désillusion. Parce que ça, nous, quand on regardait sur les sites type Meilleur Agent, les prix au mètre carré, en fait, on ne se rendait pas compte que ce n'était pas du tout la réalité du marché sur le type de bien qui nous intéressait, c'est-à-dire avoir un peu de terrain surtout. Parce que pour moi, c'était hors de question de quitter l'Île-de-France pour avoir moins bien, entre guillemets, dans Clermont. Je ne voyais pas l'intérêt. Donc, petit à petit, on s'est dit qu'on allait bouger, s'excentrer, comme on a fait beaucoup. Moi, j'ai pas mal vécu en banlieue, ça m'a jamais gênée. Au contraire, j'ai toujours bien aimé la banlieue. Bizarrement, je sais que certains détestent, moi j'adore la banlieue. Donc, on s'est dit, on va bouger. La banlieue proche de Clermont, vous avez certaines villes qui sont encore plus chères que Clermont même, parce qu'en fait, elles ont des vues. Ça, c'est l'autre particularité de Clermont-Ferrand, c'est que Clermont-Ferrand, c'est situé en moyenne montagne, avec Clermont qui est dans une espèce de cuvette un petit peu comme à Grenoble, un peu le même principe. Et donc, du coup, vous avez l'hypercentre de Clermont qui est très cher. Et après, au niveau des prix, ça grimpe de nouveau quand vous êtes dans les banlieues qui ont des vues, puisqu'elles sont sur les hauteurs, et donc vous sortez de la cuvette. Donc ça, c'est une spécificité aussi de ce type de localité. Donc ça, c'était la deuxième douche froide. La banlieue est plus chère que Clermont, d'accord. Ok, donc on s'est dit très bien, donc on va bouger. Donc si on bougeait un tout petit peu plus loin, donc on restait à même pas 20 minutes, là on se retrouvait vite dans des espèces de villes nouvelles un petit peu, là où ils construisent les zéniths, les centres commerciaux, etc. Donc là, c'était encore une fois pas du tout le délire. J'ai fait non, c'est mort, je vais pas là-bas. Et donc en fait, c'est comme ça que petit à petit, on s'est beaucoup plus excentré que prévu. Et en fait, on est à 25 minutes, une demi-heure du centre de Clermont en voiture, donc pas si loin que ça finalement. Et on est dans toute la zone des anciens villages en pierre. Donc là, ça me parle déjà plus. On n'est pas très loin d'Issoire, qui est une autre ville de taille petite ville, mais qui a toutes les commodités, qui est à 15 minutes, même pas. Et là, on pouvait donc là, là, on retombait sur nos pieds dans nos budgets pour avoir une maison sympa, avec tout le charme que moi j'avais en tête, tout en ayant une vie où on pouvait facilement accéder à la ville et à ses commodités. Et en plus de ça, on est plutôt côté ouest, donc vers la partie massive du Sancy. On n'est même pas à une demi-heure des pistes de ski, donc ça nous permettait aussi d'avoir une vie super agréable. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés petit à petit à s'éloigner dans un coin que finalement on ne connaissait pas, ni Alexis ni moi, puisque même lui qui est de Clermont, lui pour le coup il est plus de la ville, et il connaissait pas du tout le village où on s'est installé, quoi. Ça a été tout nouveau. Et du coup, vous axez vos recherches sur cette zone-là et vous tombez sur cette maison, ce qui ne correspondait pas vraiment à vos critères initiaux, non, c'est ça, comment... Alors, par contre, sur l'annonce, oui, c'est ça. En fait, alors sur l'annonce, elle correspondait à nos critères, parce qu'en fait, nous, on voulait à tout prix vraiment du terrain, donc on voulait 2000 mètres carrés de terrain minimum. Donc ça, déjà, ça limitait énormément les annonces. Ce qui, encore une fois, m'a surprise, parce que, là, je vais un peu défendre l'Île-de-France, mais pour le coup, il y avait plus de maisons avec terrain dans la ville où on avait habité juste avant, qui était Saint-Maur-des-Fossés, que quand on s'est retrouvé à Clermont, ou proche banlieue de Clermont. Donc ça, c'était hyper surprenant en fait pour nous, c'est que l'urbanisme n'a pas du tout été pensé pareil. Et ça nous a énormément surpris de voir qu'en fait, il y avait presque plus de verdure dans ces villes-là de banlieue parisienne qu'au niveau que dans la province ou dans le Massif central. Ouais, c'était quand même assez surprenant. Et puis moi, je suis d'origine
ardéchoise. En Ouais. Ardèche, les gens ont à l'inverse 1 hectare de terrain facile. Donc c'est vrai que moi, ça a été hyper surprenant pour moi, l'urbanisation de Clermont-Ferrand et de sa périphérie. Ça a été une énorme surprise, je ne m'attendais pas à ça. Donc quand on a commencé à chercher déjà des grands terrains, déjà il fallait un peu bouger. Et en fait, donc la maison qu'on a trouvée, donc elle faisait 2200 mètres carrés de terrain, donc on était pile poil dans le truc. Et sur l'annonce, en fait, comme ils mettent dedans que la partie qui était habitable et qu'elle avait plein de bâtiments du type des anciennes granges, des garages, etc., qui compte pas la buanderie, qui compte pas plein de trucs, finalement, sur le papier, elle était affichée à dans les 220 mètres carrés, un truc comme ça. Donc, grand, on s'était dit, bah, c'est une grande baraque, mais pourquoi Pourquoi pas? pas, voilà, on pourra recevoir les amis, on pourra avoir un bureau. Enfin, voilà, on s'est dit, bah, c'est grand, ok, mais c'est pas non plus un château, quoi. Mhm. Donc, on y va, on le visite. Et en fait, bon, on se rend compte assez vite que les 200 mètres carrés, c'est plus grand que ça. Il y a eu C'est des vrai. oublis. Il y a eu quelques oublis. Non, en fait, c'est surtout que, du coup, en fait, ils comptent pas tous les bâtiments annexes. Oui, c'est ça. Donc, comme ils comptent pas les bâtiments annexes, effectivement, oui, oui, si je compte pas, oui, oui, on y est, effectivement. Mais sauf que dans la réalité, on exploite un bâtiment dans son intégralité. Donc, Mm. voilà. Mais ton mari a le coup de cœur. Ouais. Et là, vous vous dites, c'est un peu trop grand juste pour nous. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir C'est faire? carrément trop un pour nous et c'était pas dans le budget qu'on s'était fixé, quoi. Ah oui. Parce que, oui, parce qu'en fait, Alexis me dit, mais si le prix d'achat c'est ok, je dis ouais, le prix d'achat, mais je crois que tu te rends pas compte des travaux en fait et du prix des travaux sur une maison de cette taille-là. Ça va être quasiment le même prix, mais en travaux, quoi. Mm. Mm. Lui était plus optimiste que moi, mais de manière générale, il est plus optimiste que moi là-dessus. Euh, et du coup, c'est ce que je lui dis. Je lui dis là, par contre, pour une maison de cette taille avec autant de travaux, moi, il faut que ce soit mon activité parce que je sais que j'aurai pas la possibilité de faire. On n'aura pas la possibilité de faire autre chose, quoi. Il n'y aura pas la possibilité d'acheter un bien, de le rénover comme ça et de le mettre en location. Enfin, en gros, on mettrait toutes nos billes dans le même panier. Donc, il faut que ça puisse, faut qu'on puisse accueillir du monde. Enfin, il faut que ça ait un sens d'avoir quelque chose d'aussi grand. Sinon, je vois pas bien l'intérêt. Donc ça devient quand même assez vite l'idée d'en faire ton métier, de devenir hôte et, et donc de proposer ce type d'activité chez toi. Oui, ça vient assez vite. À ce moment-là, pour rappel, j'étais un peu perdue. Je cherchais Ouais, un truc à faire. Je me suis dit, oh bah voilà, on va faire ça. ouais, d'accord. C'est pas mal. La rénovation, je sais que j'aimais bien. Il n'y avait pas de souci. L'activité de chambre d'hôte me paraissait être une activité qui permettait de concilier relativement bien la vie de famille, le fait de pouvoir emmener le petit à l'école, d'aller le récupérer, etc., plus facilement. Donc à ce moment-là, je me dis, bah ouais, carrément, pourquoi pas. On fait le calcul, on part du principe, alors ça a changé, mais ça je te le dirai après, mais en tout cas dans le calcul initial, ça nous permettait de pouvoir le faire honnêtement, tranquillement, un peu en dilettante, les week-ends, quand on voulait, en vacances ou autre, mais pas d'être ouvert tout le temps. Donc ça paraissait être un bon blanc. Voilà, D'accord. à ce moment-là. Donc on se lance là-dedans. Vous faites une offre, ça se passe bien et vous Ouais. commencez les travaux. C'est ça. Exactement, on fait Ça, une c'est quand tout va bien. offre. Ouais, c'est ça. Alors, on fait une offre très en dessous du prix qui était demandé. C'était une maison qui était en vente depuis plus de 10 ans. Donc, mais Ah. nous, on a toujours acheté des trucs comme ça, hein, des trucs que personne ne voulait. Donc comment vous arrivez à savoir ça? Tout de suite, quand vous visitez, l'agent, il vous dit ça fait 10 ans qu'elle est en vente, tu vois. En général, ils disent pas trop. Tu sais, tu peux retrouver déjà sur, tu sais, tu as des annonces, tu vois déjà qu'elles sont là depuis quelques années sur Castorus, les trucs comme ça. Ça, Ouais. déjà, tu arrives à le voir. Ouais, c'est pas toujours évident d'aller retrouver la bonne annonce. Mais oui, oui, je vois ce que tu Ouais, veux dire. ça, déjà, tu arrives à le savoir un peu, c'est depuis longtemps. Et après, nous, c'est le premier truc qu'on a fait. On connaissait pas le village, on a fait le tour, hein. On est allé dans les Hmm. bars du coin, on allait de partout, hein. On a demandé. Ah, on D'accord. a demandé, moi j'ai demandé, hein. Est-ce qu'il y a des trucs à vendre dans le coin? Vous Tu mènes savez? l'enquête. Ouais. Ouais, ouais, vous savez s'il y a des trucs. Est-ce que vous savez si l'école est bien, pas bien? Donc, c'est le premier truc que j'ai demandé. Ok, je me suis renseignée pour les commerces, savoir s'il y avait assez de commerce ou autre. Et puis petit à petit, au bar du coin, je papote.
Et j'apprends qu'il y a donc une des maisons qui est en vente depuis très longtemps, depuis quasiment 10 ans, même plus, je crois. Mais ce qui n'était pas surprenant, puisqu'en fait, au début, je pense qu'ils n'étaient pas pressés, puisqu'en fait, la seule raison pour laquelle ils ont vendu, c'est qu'ils devenaient âgés, ils avaient quasiment 90 ans, et que ça devenait beaucoup trop grand pour eux, trop fatigant à entretenir, etc. Donc en fait, il n'y avait Surtout si aucune c'était pression. leur Ouais. maison secondaire, ils venaient plus. Enfin, à cet âge-là, j'imagine que... Et ben si, parce que sur la fin, ils vivaient ici. Ils n'étaient plus en ville, Ah, ils vivaient là. d'accord. Ouais. Donc les dernières années, ils ont vécu ici. Mais parce que comme ça, ils étaient à la campagne, tranquillement, etc. Mais du coup, c'était une maison qui était beaucoup trop grande pour eux, surtout que eux, l'aménagement, comment il était fait, ils vivaient vraiment sur les 3 niveaux. C'est pas comme s'ils avaient fait une espèce de Un plein pied, plein-pied, ouais. puis les chambres en haut, tu vas pas si tu veux pas y aller, quoi. Non, non, ils avaient vraiment fait rez-de-chaussée la cuisine, premier étage les salons, etc. Et dernier étage chambre, salle de bain. Donc, donc ouais, franchement, ils commençaient à fatiguer. Mais il n'y avait pas d'urgence parce qu'il n'y avait pas de... je pense que financièrement, ça allait. Ils avaient d'autres biens. Ils n'avaient pas de... Il n'y avait pas d'héritier, entre guillemets. Donc, pas d'enfants non plus potentiellement à aider financièrement ou on veut liquider un peu des trucs. Donc, non, ils n'étaient pas pressés, quoi. Ok. Ils n'étaient pas pressés du tout. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'ils avaient tenté le coup. Ils avaient mis un prix qui était complètement hors marché. Et donc, ça faisait plus de 10-15 ans qu'elle ne partait pas. Ils avaient déjà eu des annonces quasiment au prix qu'ils avaient Des demandé. offres, ouais. Ouais, des offres, pardon, excuse-moi. Non, Des pas de souci. bon, une offre en fait qui avait déjà été acceptée, quelqu'un qui avait eu le coup de cœur 10 ans avant pour la maison. Et ça, pareil, hein, c'est en parlant aux gens du village que tu es au courant de ces histoires-là. C'est important, hein. C'est important de parler aux gens. Et en fait, je comprends que c'est pour ça qu'ils sont bloqués sur ce prix. C'est qu'en fait, c'est une offre qui n'est pas allée au bout parce que pendant l'offre, en fait, et le délai, le monsieur qui devait acheter divorce de sa conjointe. Et du coup, la famille nombreuse, etc., il n'y a plus sens de l'installer ici. Et donc, ils se rétractent et ils arrêtent. Et entre-temps, ils ont plein de visites, plein d'offres, jamais à ce prix-là. Eux, comme ils ont déjà eu une offre à ce prix-là une fois, pour eux, ils C'est n'entendent possible. pas, c'est possible, et du coup, ils n'entendent pas de baisser le prix. Et 10 ans passent, la maison se dégrade en 10 ans, et donc petit à petit, en fait, elle vaut de moins en moins, et sauf qu'en fait, ils ne s'en rendent pas compte. Donc voilà. Et là, je pense que c'est là-dessus que le Covid nous a aidés. Pour le coup, c'est le truc sur lequel le Covid nous a aidés, parce qu'en fait, on la visite en mai, le 30 mai, le jour de l'anniversaire de mon mari, pour la petite anecdote. Et ce 30 mai, donc on n'est plus confinés, etc. On sort tout juste des confinements et on ne sait absolument pas ce que le marché de l'immobilier va devenir à ce moment-là. Alors, on saura que ça a été une espèce de bulle pendant 2 ans où tout a explosé en termes de prix, mais à ce moment-là, on ne le sait pas. Et à ce moment-là, on se dit, OK, donc la bulle, où elle gonfle ou elle éclate. Et je pense qu'on a tous eu peur. Nous, les premiers, on vendait notre maison en même temps. On a eu hyper peur que le projet aboutisse pas parce qu'on se disait, mais les gens, là, ils vont se dire qu'on va rentrer en crise, ils ne voudront pas acheter, quoi. Au final, c'est pas ce qui s'est passé. C'est plutôt tout l'inverse qui s'est passé. Mais du coup, je pense que c'est ce qui les a motivés à accepter de baisser le prix et de vendre à un prix qui était raisonnable. Encore une fois, je pense qu'on a acheté au prix du marché et de l'immobilier. On n'a pas fait particulièrement une bonne affaire. C'est juste qu'avant, eux la mettaient vraiment beaucoup trop cher. Mais du coup, il y a un écart de... on a fait baisser le prix de plus de 100 000 euros. Donc, c'était quand même un énorme... c'était quand même énorme le changement entre les deux. Voilà. La négo a été belle quand même, c'est sûr. Pas rien. Ouais, voilà. C'était pas rien du tout. Et du coup, on va se lancer dans le projet. On fait chiffrer les travaux, etc., qui tombent à peu près dans ce que j'avais chiffré de manière un petit peu à la volée quand j'avais visité. Sauf que le Covid arrive, la guerre en Ukraine, la totale, et les travaux ne coûtent absolument plus le prix qu'ils avaient été estimés. Bon, ça, c'est le truc pas très cool qui nous est arrivé. C'est sûr. Et donc, du coup, on va se retrouver à faire beaucoup plus nous-mêmes que prévu pour pas renier sur la qualité des matériaux, tout en maintenant un semblant de budget, même si on va quand même l'exploser, mais pour l'exploser un peu moins. Voilà, en gros, pour la petite histoire de nos travaux. D'accord. Et alors, c'est quoi ces travaux? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez Alors, fait toutes les chambres déjà? Ouais, en fait, nécessairement.
Toutes les chambres, toutes les salles de bain. C'était une maison où en fait ils avaient fait des travaux, eux, quand ils l'avaient racheté dans les années 60-70, enfin, fin 60, début 70, je ne saurais plus te dire exactement. Euh, voilà, donc bon, les goûts, c'était pas les goûts du jour, mais à la rigueur, ça c'est accessoire. C'est surtout qu'en fait, en termes de normes, ça l'était absolument pas. Donc les lecs, il a fallu refaire l'intégralité de l'électricité. Ça, on s'en était rendu compte. Donc ça n'a pas été. En fait, on n'a pas eu vraiment de mauvaise surprise à. En fait, on n'a pas eu une mauvaise surprise. C'est-à-dire, il n'y a pas des travaux qu'on n'avait pas prévu de faire qui sont Ouais. arrivés. Ça, on avait bien tout vu, tout anticipé. C'est peut-être une fenêtre qui est moins étanche qu'on l'avait vue, mais globalement, honnêtement, sur l'ensemble des travaux, on a eu très peu de mauvaises surprises. La mauvaise surprise, ça a été que les coûts tout court ont augmenté, en fait. Oui, Mais, ça, et voilà. que, et C'était que le sur un... contexte. Exactement. Et que sur un budget... et que sur un appartement de 30 mètres carrés qu'on rénove, d'une augmentation de 20%, 30%, bon, bah, c'est quelques milliers d'euros à rajouter. Sur une maison de 600 mètres carrés, c'est des dizaines, voire centaines de milliers d'euros à rajouter. C'est pas du tout la même chose, en fait. Donc ça, c'était voilà, le truc. Et donc, en fait, on a dû refaire l'intégralité de la maison. Je pense qu'il faudrait plutôt qu'on voit ce qu'on n'a pas refait, parce qu'on a vraiment tout refait. Enfin, il faut s'imaginer qu'il y avait 2 salles de bain, qu'à l'heure actuelle, il y en a 6, que l'électricité était en fil, et en porcelaine. Donc, il a fallu refaire toute l'électricité, puisqu'elle était plus aux normes. Mais je pense que même des années 60, elle était déjà pas aux normes. Je pense qu'elle était aux normes des années 1900. Il a fallu revoir absolument tout, aussi bien dans l'agencement que dans... voilà. En fait, les seuls trucs qu'on a gardés, c'est les parquets, qui grincent, mais qui sont jolis. Voilà. Mais en gros, c'est presque tout, quoi. Le toit, on l'a gardé. Le toit est en mode... Et qu'on comprenne bien, parce que du coup, c'est 3 étages, c'est ça que tu nous as dit. Ouais. Au rez-de-chaussée, en gros, c'est plutôt les espaces de convivialité et le gîte, non Ouais, alors pas vraiment. Le gîte, c'est vraiment dans un bâtiment indépendant. Ah oui, c'est à côté. Mais c'est ça. En fait, au rez-de-chaussée, ils avaient juste leur cuisine, que moi j'ai transformée en... Ça, j'ai gardé sa fonction. C'est resté une cuisine, mais qui fait aussi petit-déj, etc. Donc en fait, la cuisine est ouverte avec le buffet, etc. pour les clients. Et en fait, à l'arrière, il y avait des celliers, des caves, etc. par lesquels on pouvait accéder qu'en sortant du bâtiment. Où là, nous, on a fait ouvrir du coup un mur porteur, des choses comme ça, pour pouvoir y accéder via une arrière-cuisine et avoir du coup la buanderie où j'ai pas besoin d'aller dehors pour aller à la buanderie, etc. Donc même au rez-de-chaussée, même dans les espaces purement de stockage ou autres, il y a quand même eu des gros travaux. Donc là, il y a eu donc, parce que même là, il fallait revoir la circulation des pièces qui n'était pas optimale. Donc au rez-de-chaussée, on a tout ce qui va être vieille cave, parce que ça reste une maison vigneronne, donc on a les grosses caves voûtées. On a eux avaient un espèce de cellier qui est devenu notre énorme buanderie de 30 mètres carrés. Parce que quand on a une maison d'hôte, on a besoin d'avoir des gros espaces de stockage pour tout ce qui est lingerie. Ensuite, au premier étage, on a notre appartement qui est complètement indépendant, où là, on a de nouveau nos salles de bain, nos chambres, notre cuisine, etc. Et ensuite, au deuxième étage, vous avez les 4 chambres d'hôtes avec, pareil, encore une fois, chacune sa salle de bain, ses toilettes, etc. Donc, en termes de travail de plomberie, il a été énorme. Oui, Énorme, vous le avez travail de revu tous les plomberie. réseaux sur la plomberie. Tous les réseaux. Tout a été réintégralement, enfin, pensé réintégralement. Ouais, tous les réseaux. Et c'est ça, si je calcule, du coup, c'est ça, il y a 6 salles de bain rien que pour les clients, plus 2 à notre étage. Donc, rien que ça donne une idée de l'importance l'ampleur. du travail qui a été fait. Ouais, Et qu'est-ce que vous c'est avez assez fait, énorme. vous, et qu'est-ce que vous avez délégué? Alors, nous, on a délégué tout ce qui était isolation, parce que du coup, on a tout fait isoler par l'intérieur, on en a profité. Puisqu'en fait, on avait le choix, c'était où il fallait faire des saignées de partout, tout reboucher, etc. Enfin bon, bref, une galère pas possible, vu qu'on refaisait tous les réseaux de toute façon. Ou alors, on isolait et en fait, on les faisait longer et on rajoutait. Les budgets étaient à peu près les mêmes, qu'on choisisse l'une ou l'autre des solutions. Donc, on s'est dit, bon, tant qu'à faire, autant isoler la maison. Donc ça, tout ce qui était isolation, on l'a complètement fait faire. Isolation placo sur des volumes comme ça, on l'a fait faire. Donc, doublage des murs intérieurs.
Doublage des murs intérieurs, ouais, sur 20 centimètres à peu près. Ouais. Oui, bon, en même temps, vu la superficie que vous aviez, vous n'avez pas de problème à vous dire on va perdre un peu de mètres carrés. Non. C'est Non, ça. la question ne se l'est pas posée là-dessus, c'était pas du tout le souci. Et c'était une maison qui était, du coup, c'est une maison vigneronne, donc qui était assez rustique, donc il n'y avait pas de moulure au plafond, il n'y avait Oui. pas de moulure ou sur les. C'était pas un appartement parisien, quoi. Mm. Donc il y avait pas c'était pas grave de plaquer sur Ouais. l'intérieur. C'est ça que je veux dire. On perdait pas un cachet incroyable à le faire. Et vous changiez les huisseries? Les huisseries, on l'a pas encore fait. Je pense qu'il y en a certaines qu'on fera. C'est du double vitrage. Après, c'est du double vitrage qui a des années 90. Donc, il faudra le faire à un moment. D'accord. Mais pour l'instant, c'était pas une urgence à faire. Ok. Donc, on l'a pas fait encore. Ça sera à Donc, faire je t'ai un cap. coupé. Doublage des Non, murs, t'inquiète. effectivement. Doublage des murs, ça a été fait. En fait, tous les travaux de rénovation énergétique, on les a fait faire. On a changé le système de chauffage, puisque du coup, c'était du fioul. Voilà, elle marchait bien, hein, mais nous, c'était impensable pour nous de chauffer une maison au fioul. On n'en avait pas du tout envie. Donc, du coup, on a changé. Pareil, on a mis du granulé, donc une énorme chaudière à granulés. Là, encore une fois, comme on avait une très grande maison, on pouvait avoir des énormes silos de 7 tonnes, etc. Donc, on a pu le faire parce que c'est un des gros points noirs des chaudières à granulés. C'est l'espace de stockage pour les pellets. Donc, nous, on n'avait pas ce problème. Donc, banco, on est passé là-dessus. Donc ça, pareil, on l'a délégué. On a délégué la plomberie. On a délégué l'élec. Ça, on a beaucoup hésité puisque Alexis, du coup, a une formation dans l'élec à la base. Donc ça, au début, il voulait le faire. C'est quand je lui dis, mais tu ne te rends pas compte de la taille de la maison. Je pense que financièrement, ce que tu penses gagner, on va le perdre en retardant la date d'ouverture. Donc ça ne sert à rien. Donc ça, il l'a fait. Et nous, après, on a fait tout ce qui était ponçage des sols, vernissage des sols, pose de parquet quand il fallait carrément le changer dans certains moments. Les 7 salles de bain en béton ciré, c'est nous qui avons fait tous les bétons cirés, sans exception. C'est nous qui avons fait toute la démolition, évacuation des gravats. Ça aussi, ça a été un gros boulot, puisqu'il y a eu des chapes entières à retirer de dalles, etc., pour pouvoir refaire des dalles, couler le plancher chauffant. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses à faire. Donc ouais, non, de notre côté, il y a eu pas mal de trucs. Pas mal de trucs. Ok, donc tout ce qui est dépapiétage, murs et tout ça, c'est vous aussi, j'imagine. Oui. Et puis les salles de bain, les cuisines, j'en conclus. Oui. Ok. Oui, donc pas mal de boulot, surtout que Alexis, lui, il avait repris le boulot, j'imagine. Ah oui, c'était sur le temps libre. Ouais. Ouais. Non, c'était complètement sur le temps libre. C'était en plus. C'est pour ça que quand il avait commencé à envisager de faire les lecs, mais on va jamais habiter dans cette maison, quoi. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que ça fait partie des choses qu'on a déléguées, ouais. Et franchement, je le regrette pas d'avoir délégué ces parties-là, surtout que les artisans ont super bien bossé en plomberie et élec. Donc là-dessus, ça valait le coup de lâcher un petit peu. Et combien de temps ça a duré vos travaux? Pas tant que ça. Du coup, on a été, enfin, pas tant que ça. Quand on est dedans, c'est long. Mais pour des travaux de cette ampleur, ça a été assez rapide, puisqu'en même pas, en un an, on pouvait, un an, je dirais. Et puis pour la partie orangerie, parce qu'en fait, en gros, en un an, on pouvait habiter dans la maison principale. Donc en un an, il y avait les 325 mètres carrés qui avaient été faits. Et il nous a fallu peut-être 6 mois de plus pour rénover le gîte et l'orangerie qui était à côté. D'accord. Donc vous avez quand même ouvert au bout d'un an et demi, je dirais. Ouais. Au bout d'un an, on a ouvert sur la partie de la maison principale, des chambres d'hôtes. Les travaux se faisaient en semaine dans des bâtiments annexes, donc ça se voyait pas. Il fallait toujours que le chantier soit très propre. Et après, le week-end, on accueillait les clients. Ouais, c'était sport, du coup. C'était très sport. Et du coup, la totalité, 1 an et demi, ouais. Pour tout finaliser. Ouais, non, effectivement, c'est plutôt court pour un chantier de cette ampleur. Ouais, pour quasiment 600 mètres carrés, avec les retards des matériaux qu'on a connus, avec tout ça, ça a été... ça a dépoté, ouais. 1 an et demi, ça a été relativement court. Et du coup, je comprends que vous n'avez pas du tout fait appel à un professionnel pour imaginer le projet, faire la conception. C'est vous qui vous êtes projeté et vous avez tout de suite su comment vous vouliez organiser les espaces, comment les circulations allaient se faire justement entre les parties privatives dont vous avez besoin
et les autres parties plutôt publiques et conviviales qui font aussi partie de cette activité? Ouais, ça, on l'a su au moment où on a visité. On se l'est très vite imaginé. Alors, où poser la cloison à 30 centimètres près, non, ça, on l'a défini de manière bien propre après, une fois qu'on avait acheté et qu'il fallait monter les cloisons. Mais en tout cas, la disposition des salles de bain, combien de chambres on pouvait créer, etc. Et surtout, comment créer un espace indépendant. Ça, par contre, ça a été réfléchi dès le soir même de la visite, puisque de toute façon, si on n'avait pas trouvé de solution, on n'aurait pas fait d'offre. On n'aurait pas acheté un logement où on ne pouvait pas avoir de partie privée pour nous, etc. C'était pas pensable. Donc, du coup, ouais, c'est quelque chose qu'on a dû faire quasiment immédiatement. Après, je sais que c'était pas encore une fois notre première rénovation. Dans les autres rénovations, c'était pareil. Il fallait recréer toutes les salles de bain, toute la disposition. En fait, les rénovations qu'on a fait, ça n'a jamais été des rénovations de décoration. Ça n'a jamais été des rénovations D'embellissement, oui. d'embellissement, comme on dit, où juste le papier peint est moche. Ouais. D'un coup, on met les lecs aux normes et puis on met un coup de blanc. Ça n'a jamais été ça, nos travaux. Ça a toujours été des travaux où toutes les cloisons étaient pétées, tout était recréé, tous les réseaux étaient refaits. Donc, du coup, je pense qu'on avait quand même, petit à petit, on s'était relativement bien fait la main sur savoir ce qui était important à repérer pour savoir comment on pouvait se repiquer, recréer du réseau, etc. On avait appris à se dire qu'en fait, on réfléchit plus en termes où on se dit tiens, ici il y a une salle de bain, ici il y a une cuisine. En fait, on réfléchit plus comme ça, on réfléchit vraiment en réseau à ok, à tel endroit il y a l'évacuation, à tel endroit il y a les arrivées. Et finalement, c'est la seule chose qui compte. Le reste compte pas. Et ça, on l'a appris parce qu'on avait déjà fait des rénovations en fait. Si on s'était lancé comme ça du premier coup, je pense pas qu'on aurait été capable de l'imaginer aussi différemment. Non, pas à ce point. Si rapidement en tout cas. Ouais, pas si rapidement, c'est ça. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il vous reste encore des travaux à réaliser du coup? Ouais, je pense qu'il y en aura toujours. Ouais. Si, moi j'ai un petit Paul House qui est une petite pièce, un petit bâtiment de 6 mètres de long par 3 de profondeur. C'est un petit, mais il est super joli, un super petit mignon bâtiment qui à l'heure actuelle a une des pièces qui servent d'espèce de local technique pour la piscine. Et j'aimerais bien l'aménager pour faire une espèce d'atelier, de choses comme ça pour moi, pour peindre. Donc ça, c'est un truc à faire. Et lui, il est vraiment pourri, ce bâtiment, pour le coup. Il est très joli, mais tout pourri. Il faut refaire le toit, il faut refaire le plancher. C'est des choses que je pense qu'on fera nous-mêmes parce que c'est suffisamment petit pour pouvoir le faire nous-mêmes. Mais il faut qu'on trouve le temps. C'est toujours... il manque tout le temps du temps. Et après, les choses qui vont nous manquer, ça va surtout être... il y avait déjà une piscine existante. Donc, on a gardé telle quelle. Hein, elle fonctionne très bien. Si c'est moi qui avais dû la construire, je ne l'aurais pas faite comme ça. Et il y a notamment des petites choses qui ne me plaisent pas, type les margelles, type... voilà, c'est une espèce de vieux liner avec une espèce de mosaïque dessinée dessus. C'est vraiment les trucs un peu à l'ancienne, quoi, comme on faisait un peu daté, avant. Ouais. Exactement. Donc, toutes ces choses-là, ça serait à refaire. On garde en tête qu'un de ces quatre, il faudra qu'on refasse les fenêtres. Ça, c'est un truc qu'on garde en tête. Pour l'instant, ça va. C'est du double vitrage quand même, mais ce n'est pas les trucs les plus performants au monde. Donc, il y a quand même des travaux qui ne sont pas urgents, qu'on peut décaler et prendre le temps de faire, mais où on sait qu'il va falloir les caler à un moment. Voilà. Mais sinon, en termes de fonctionnalité, on a tout fini. Ah si, mais je te dis n'importe quoi. C'est que je suis dans mon salon et là, je viens de regarder un truc qui n'est absolument pas fini dans mon salon, mais je l'oublie à chaque fois. Justement, les cordonniers étant les moins bien chaussés. Oui, votre appartement, c'est pas celui que vous avez, j'imagine. Ouais, exactement. Alors, dans les parties chambres, celle de mon fils, la nôtre, notre salle de bain et tout, c'est nickel. C'est vraiment dans notre salon où j'avais créé une espèce de bibliothèque sur mesure qu'on a commencé à maçonner, etc. On a fait de la menuiserie tout seul sur mesure. On a fait le plus long, on a fait toute la menuiserie. Et il nous manque juste, du coup, on a une petite zone de placo à faire. C'est une question de un demi-week-end pour le terminer. Ça fait 2 ans que c'est un demi-week-end pour le terminer, qu'on ne l'a jamais fait. Donc voilà, mais c'est des petites choses comme ça de finition au niveau de notre appartement à nous.
Parce que comme il n'y a pas de deadline, contrairement aux chambres d'hôtes, contrairement à ces choses-là, où il y a quand même des échéances, et que du coup, on s'en était pas fixé, qu'on est fatigué, et que maintenant, quand on a du temps, on n'a pas envie de le passer dans les travaux parce qu'on en a bouffé pendant un an C'est et sûr. demi. On n'arrive pas à s'y remettre. Et à chaque fois que je le vois, ce mur, je me dis, mais il y en Mm. a pour même pas une journée de travail, quoi. C'est sûr. Mais voilà. Donc, mais hormis ces petites choses-là, globalement, on a fait le gros. Après, c'est une maison où il y aura toujours des choses potentiellement à réparer, potentiellement à refaire. Enfin, quand on a une maison de cette taille-là qui vit et qui vit beaucoup en plus parce qu'on accueille du monde, je pense qu'on a conscience qu'on sortira jamais vraiment complètement des travaux. Alors, pas avec la même intensité que ce qu'il y a eu pendant un an et demi, c'est sûr, mais il y aura toujours des choses à refaire, quoi. Mm. On sait qu'un Oui. jour, la gouttière peut nous lâcher, on sait qu'un jour, il y aura une tuile sur le toit. Enfin, je pense qu'il faut en avoir conscience et l'accepter, quoi. Oui, ça fait même partie de votre activité. Il faut que la maison elle soit quand même toujours impeccable. C'est ça. Ça fait partie de Ça va l'activité, ça avec. fait partie du jeu. Et puis, je pense que même quand on a, sans même parler de l'activité, je pense que tous les gens qui ont une grande maison, euh, ben, c'est pas pour rien que certaines personnes à un certain âge, pas si vieux que ça, l'âge d'ailleurs, hein, mais quand ils commencent à être à la retraite, donc on parle pas non plus on parle de personnes qui ont la soixantaine, Mm. 70 ans, on parle pas de personnes de plus de 90 ans, font le choix de quitter leur maison pour être dans un joli plein pied en Sans jardin. appartement, sans jardin. Voilà. C'est parce qu'il faut avoir conscience qu'une maison, c'est plus d'espace, c'est plus de liberté par rapport au voisinage en général. Mm. Mais c'est moins de liberté par rapport au temps qu'on peut accorder en dehors de la maison. Ça demande énormément de temps, une maison. Mm. Et plus elle est grande, plus c'est vrai. C'est sûr. Donc ça, je pense qu'il faut en avoir conscience et je pense que pas mal de gens minimisent ça. Mm. Et quand on t'entend là, on a l'impression que ça s'est passé comme sur des roulettes. Pas du tout. Vous avez rencontré un peu des difficultés quand même dans Ouais. ce projet ou... Ouais. Non, ouais. On a déjà le budget, ça a été une énorme Oui. difficulté dans le projet puisque du coup, moi, j'ai redemandé un prêt complémentaire à la banque Ah ouais. puis pas un prêt anodin, mais je donne les chiffres, c'est plus simple que de voilà. On Vas-y. a dû demander un prêt complémentaire à la banque de 140 000 euros. Ok. Tellement Ça, c'est juste lié à l'impact des travaux. Ouais, de l'augmentation du coût des travaux. ouais, Ouais. 140. ouais, Donc vous en aviez ouais. déjà pour au moins autant, j'imagine. Ah oui, oui, on est sur des travaux à plus de 300 000 euros, hein, Ouais. c'est énorme, hein, Après, on est sur une bâtisse de plus de 600 mètres carrés et avec Forcément. des gros travaux. Il y a un des bâtiments, on a dû refaire le toit, tous les planchers, toute la dalle, parce qu'il n'y avait pas de dalle. Donc, on est quand même on est sur des très gros travaux. Encore une fois, on n'est pas sur de l'embellissement de maison et juste une remise aux normes. On est vraiment sur, Sur une reprise complète une aussi. C'est reprise qu'il n'y avait complète. jamais eu trop de travaux d'entretien, donc effectivement, et en plus, vous avez changé la destination du bien, Ouais. donc tout à revoir, C'est donc c'est ça, sûr. c'est ça. Donc oui, on est sur des travaux sans compter le mobilier, hein. Alors les cuisines, je les compte parce que ça bouge pas, mais les mobiliers type canapé, linge de lit et tout, je les compte même pas. On est sur plus de 300 000 euros de travaux. Mm. Donc, et ce qui, l'air de rien, est pas si énorme que ça quand je fais un ratio au mètre carré, en fait. Le pire, c'est qu'on l'a plutôt globalement pas si mal que ça maîtrisé, notre budget. Mais ça n'empêche que c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que si tu prévois 20 000 euros de travaux et que tu tombes de 20%, la rallonge, Elle voilà, est ça pas fait si... toujours Oui, mal au c'est cœur sûr. si tu l'avais pas prévu, Mm. mais tu peux vite la rattraper, la rallonge. Mm. Une rallonge de 20, 30, 40% quand tu es sur des travaux à plus de 300 000 euros, Ouais. c'est des dizaines de milliers d'euros en plus à sortir. On n'est Et donc pas du c'est tout sur la même chose. au milieu des travaux que vous avez dû aller revoir la banque pour renégocier? Ou enfin, comment ça s'est passé Ouais, alors je m'en suis rendu compte assez vite quand même que ça allait être chaud. Et puis quand je voyais que de mois en mois, les devis étaient plus valables qu'une semaine parce que Ouais. ils arrivaient même plus à les garantir au-delà d'une semaine ou deux, en fait. Je me suis dit, ok, là, ça va être. Je pense que ça va flamber. Et après, en vrai, j'aurais pu. Hein, alors, respecter complètement, non. Mais respecter dans un budget s'en approchant un peu plus, oui.
si j'avais fait le choix de renier sur certains matériaux que je voulais prendre, sur tout ça. Je voulais pas renier sur la qualité de la maison parce que pour moi, mon remplissage allait en dépendre derrière. Enfin voilà, donc ça, je voulais pas. Enfin, pour moi, la qualité de la maison allait s'en ressentir et je le voulais absolument pas. Donc du coup, j'ai fait un autre choix. Euh, mais je m'en suis rendu compte peut-être au bout de, je saurais même pas dire. Ouais, au bout de. En fait, je m'en suis rendu compte vite. C'est surtout qu'au départ, du coup, j'ai pas rénové tous les bâtiments. J'ai rénové que enfin, on a rénové que la bâtisse principale. Ensuite, on a emménagé dans la bâtisse principale. On a pu ouvrir l'activité des chambres d'hôtes classiques. Là, j'ai demandé le prêt à la banque complémentaire pour faire l'orangerie. Alors qu'au départ, cette orangerie, je voulais la faire dès le tout début. Donc, j'ai pas pu la faire dès l'ouverture. Elle n'y était pas au départ. Et donc, l'orangerie et le gîte sont arrivés après, en fait. Donc, Dans c'est une surtout. deuxième phase, quoi, finalement. Ouais. Donc, en fait, je me suis dit, quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut bien qu'un truc soit fini. Je vais pas commencer à faire un peu de tout. Et puis, si la banque me dit non, on a l'air fin. Donc, bon, voilà. Donc, il fallait quand même avoir un truc un peu fini. Et donc, du coup, ouais, on a demandé ce prêt complémentaire au bout de un peu moins d'un an, quoi, quand on approchait de la fin de ces travaux-là, en présentant du coup à la banque l'autre projet, etc., pour que ça puisse justifier aussi un autre financement. Ce qu'ils nous ont accordé. Ouf. Ok. Ouf. Oui, c'est sûr. Voilà. Et tu nous as dit, vous avez fait toutes les salles de bain en béton ciré vous-même. Oui. C'est ça. Les 6 salles de bain sont en béton ciré. 6 plus les 2 nôtres, donc 8, ouais. 8, ouais. Alors que c'était quelque chose que vous saviez faire ou... Plus la crédence de ma cuisine que toi, tu vois derrière. Oui. Qui a été faite aussi. Donc, ouais, non, le béton ciré, j'en ai mangé. C'était la première fois que j'en faisais. C'est toi qui as fait, du coup. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. C'était ma partie, ouais. C'était ma partie. Alexis m'a aidé en le ponçant parfois. Quand moi, j'en pouvais plus avec un bout de bras, là. Mais en gros, ouais, c'est essentiellement moi qui l'a fait, ce béton ciré. Et ça vieillit bien dans le temps, donc c'est que j'ai pas dû trop mal le faire. Super. Mais non, c'est un... Enfin, moi, j'ai adoré ce produit-là parce que je trouve qu'il est... Alors, je sais qu'on dit aux débutants de faire super attention avec le béton ciré, mais honnêtement, si on respecte bien, c'est comme de la chimie, quoi. Si on fait pas... Voilà, en fait, il faut pas partir du principe que c'est comme un ciment ou de la chaux et qu'on fait à peu près... Allez, un petit seau de chaux, un autre seau d'eau, on tambouille, on voit si la consistance a l'air bien et on applique. Bon, si on fait ça, ça va être un carnage. Parce que là, c'est extrêmement précis. Pour que les coloris soient les mêmes, etc., vous êtes quasiment au gramme près. Hein. Oui, c'est même du gramme près. Hein. C'est à la balance. Hein. C'est à la balance. Donc, en fait, mais en soi, il suffit juste d'être rigoureux. En fait, c'est à la portée de n'importe qui de savoir peser de la poudre et du liquide et de les mélanger ensemble. Et un process et des temps de séchage. Voilà, en fait, c'est à la portée de tout le monde. C'est juste qu'il faut être rigoureux et qu'il ne faut pas penser que c'est de l'à peu près. Mais si on a conscience que ce n'est pas de l'à peu près et qu'il faut être rigoureux, je pense que n'importe qui peut le faire. Voilà, ça c'est la parenthèse. Ouais. Alors après, avec un effet plus ou moins réussi selon celui que vous voulez. Moi, je sais que j'aime bien le fait qu'on voit un peu les traces de taloche, etc. et qui sont un peu marquées. Donc, du coup, il n'y a pas besoin d'être un expert incroyable. Si par contre, vous aimez l'effet le plus lisse possible, qu'il n'y ait aucune forme de taloche, il faudra peut-être être un petit peu plus expert là-dedans. Voilà. Mais si le fait qu'il y ait des marques, etc., vous va, honnêtement, je pense que quasiment tout le monde peut le réussir, quoi. Voilà. Et t'as pris quelle marque de béton ciré, du coup? Mercadier. Ok. Oui, donc en plus, avec un nuancier quand même très large. C'est pas mal. Ouais. J'ai pris Mercadier parce que du coup, j'aimais bien toutes leurs nuances, parce que c'était hyper utilisé par une archi d'intérieur que j'aimais bien suivre au moment où je faisais la rénovation. Donc, je m'étais dit, bon, si une archi qui fait des projets quand même quali, haut de gamme, etc., l'utilise, c'est que ça doit être des beaux matériaux. Oui. Donc, j'étais partie là-dessus. Exactement. C'était des bons produits. Et surtout parce que du coup, comme j'avais des volumes énormes,
parce que faire autant de salles de bain, etc., ça me permettait aussi de pouvoir négocier mes tarifs, parce qu'en fait, j'avais un projet pro plus d'énormes volumes. Donc, ça me permettait aussi de baisser les prix. Et encore une fois, c'est aussi pour ça, même si le prix des travaux paraît énorme, encore une fois, on était sur 600 mètres carrés, donc ça nous fait du 500 € du mètre carré. C'est Non, pas c'est rien. si énorme que ça du tout. Ça n'existe pas aujourd'hui. On est d'accord, voilà. Et pourtant, on commençait à être en Covid et tout. C'est parce que dans ces... Alors, 300 hors taxe. Je réfléchis en hors taxe comme c'est un truc pro, mais en hors taxe. C'est aussi parce que du coup, j'ai des volumes tellement énormes que j'ai réussi à négocier tous mes prix. Oui, Et partout, malgré ouais. ça, les prix ont explosé, malgré ça. Donc, c'était important. Je suis partie chez eux. C'est aussi parce que c'était français et parce que je suis assez chauvine. J'aime bien essayer de consommer français le plus possible. Bon, ça, c'est autre chose. Et honnêtement, c'était des beaux produits. Et surtout, alors on va penser que je suis payée par eux, pas du tout. C'est parce qu'en plus de ça, le revendeur chez qui je l'ai acheté, donc il s'appelle Séguret Décoration, qui a été à Clermont, mais je crois qu'ils ont d'autres antennes, avait été hyper cool, m'avait laissé embarquer tous les nuanciers, etc., pour que je puisse choisir à la lumière du jour ce que je voulais. Je leur rendais après, une semaine après, ils me les laissaient une semaine facile sans problème. Il m'avait donné le contact d'un gars qui avait appliqué pendant longtemps les produits Mercadier et qui m'avait donné tous les trucs et astuces pour bien l'appliquer, etc. En fait, ils avaient été tous hyper cool et hyper dans l'accompagnement, j'ai envie de dire. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu, que j'ai choisi ces produits-là, quoi. Okay. Et honnêtement, j'en suis contente. Je te dirais dans 10 ans si j'en suis le toujours recul, autant contente. Mais là, avec et le le recul, passage, parce que j'en c'est suis vrai que contente. c'est ça, tu as quand même du monde qui passe dans des salles de J'ai bain, beaucoup et de puis on monde. sait que quand on n'est pas chez soi, on fait pas forcément toujours aussi attention que si c'était sa propre salle de bain. Donc là, tu as quand même des gens qui passent et qui utilisent et ça reste et ça ne vieillit pas trop mal, a priori. Ça vieillit pas du tout. La couleur, elle n'a pas bougé. Alors pourtant, c'est dans les zones humides, hein, c'est pas les zones les plus simples. La couleur, elle n'a pas bougé du tout. J'ai pas de joint à faire, c'est un plaisir à nettoyer. Oui, pour le nettoyage, pour tout. Et justement, sur C'est l'entretien, on peut se incroyable. dire aussi que le béton ciré, comme c'est quand même, ça se dit comme étant un matériau fragile, avec un entretien quand même plus intensif qu'on peut l'avoir dans une maison standard, on pourrait se dire c'est peut-être pas la bonne idée, le béton ciré. Alors moi, je l'ai pas mis au sol, j'ai vraiment mis qu'au mur. Parce que le sol, justement, là, ça me faisait peur. Le sol, ça me faisait peur pour plusieurs raisons. Celle-ci, l'entretien, et surtout dans une salle de bain, le risque de fissuration, parce que nous, on est en zone, comme je pense la moitié de la France, mais on est en zone argileuse, retrait, gonflement des argiles, etc. Donc autant des petites fissures dans un salon avec du béton ciré, je trouve que ça peut même avoir son charme, c'est pas quelque chose qui me dérange. Autant dans une salle de bain, avoir un problème potentiellement sur l'étanchéité, je n'avais pas du tout envie de me risquer à ça. Donc du coup, j'en ai pas mis au sol. Par contre, je l'ai pas mis dans la douche. Dans la douche, j'ai pris un bac de douche extra plat, exactement de la même couleur que mon béton, que grâce au nuancier, j'essaie de trouver pour que ça donne l'impression le plus possible que c'est la même chose. Mais j'ai pris un receveur classique, j'avais pas envie de prendre ce risque-là. Ça m'a été déconseillé par mon plombier aussi, qui lui se sentait pas du tout de me mettre un Wadey dans mon cas avec la vieille maison qui était en support bois, plus dans nos régions. Donc je l'ai écouté là-dessus. Par contre, je l'ai mis au mur. Et au mur, enfin après, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est de prendre des couleurs claires dans ces cas-là. Parce que du coup, les traces de calcaire potentielles se verront mieux. Je pense que par contre, du noir dans une douche, j'aurais peut-être pas tenté. Parce que retirer le calcaire sur du béton ciré, c'est compliqué. Parce que du coup, vous pouvez pas utiliser les mêmes produits que sur du carrelage ou des choses comme ça. Donc en fait, on peut utiliser quasiment que du savon noir. C'est quasiment que le seul produit qui est toléré. Alors, si une fois de temps en temps, vous utilisez un produit peut-être un petit peu plus abrasif à l'occasion parce qu'il y a une grosse tache, je pense pas que ça va être un drame. Mais ça peut pas être l'usage quotidien. Vous pouvez pas le nettoyer comme ça quotidiennement. Donc forcément, voilà. Mais en fait, le fait que ce soit une chambre d'hôte, je pense que c'est presque ce qui fait que c'est le plus adapté, parce que les salles de bain, elles sont nettoyées tous les jours ou presque. L'eau, elle est essuyée tous les jours ou presque. Donc en fait, il n'y a même pas le temps que du calcaire réellement se mette en place. Alors que chez un particulier, à moins de tomber chez quelqu'un de très maniaque qui va penser à bien essuyer sa douche et la moindre trace de douche après chaque usage,
Bon, moi, j'ai tendance à le faire à titre personnel, même dans ma salle de bain, mais c'est pas le cas de tout le monde, je le sais. Je conseillerais peut-être moins le béton ciré, en fait. Mais pour des gens qui essuient, mais comme des parois de douche, hein, j'ai envie de dire, quelqu'un qui pense à passer la raclette et tout, bah, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mhm. Quelqu'un, par contre, qui pense pas, qui va nettoyer sa douche qu'une fois par toutes les 2-3 semaines, ou voire plus parfois, vous lancez peut-être pas là-dedans. Mm. Mais ça, c'est propre à chacun. À chacun, ouais. Ouais. Mais je déconseille pas forcément. Mm. Oh, bah, c'est bon à savoir, voilà. Ouais. Et comment vous avez pensé un peu l'univers de l'atmosphère de chez vous, des Duplo. chambres d'hôtes, mais aussi votre appartement. Enfin, j'imagine que Ouais. c'est quand même relativement similaire, Oui. parce que c'est ce qui fait partie de vous. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors, bah, c'est marrant que tu dis ça parce que c'était le moment en 2020. Alors là, un petit peu moins maintenant, mais en 2020, donc j'étais vachement sur Instagram, Pinterest, enfin classique quand tu fais de la rénovation et que tu essaies de t'inspirer comme tu peux. Et c'était le moment où c'était hyper tendance, ça l'est toujours un peu, même si c'est un peu moins le cas, les intérieurs très très épurés, extrêmement minimalistes, bois, pas de couleur, que du bois, alors plus ou moins foncé selon les intérieurs, et du blanc partout. Blanc et bois, c'était vraiment Mm. ça à ce moment-là. Avec du bois un peu foncé, je crois que c'était ça à ce moment. Et, euh, et moi, pour le coup, j'avais eu une overdose de ça. Mais une overdose de voir ces images-là. Et je m'étais dit, bah, chez moi, je veux garder l'aspect naturel, matériaux authentiques, etc., qui, ça me parle. Par contre, le côté que du bois et du blanc, ça, j'en peux plus. Je veux plus. Et du coup, je voulais et en même temps, je voulais pas un truc trop bariolé où au bout d'1 an, je me serais dit, mais waouh, c'était peut-être un peu too much, je vais m'en lasser, etc. Donc en fait, je voulais trouver quelque chose vraiment dans le juste milieu entre garder des bases blanches et bois qui me plaisaient bien et rajouter des touches de peps avec des couleurs très vives par endroits. Donc, que ça a pu être sur certaines peintures qui ont été faites, ça a été sur du mobilier très vif par endroits, ça a été par des touches de bleu clin, par du jaune, ce qu'ils appellent du jaune tournesol, c'est les jaunes très très vifs, voilà. Des rouges, pareil, c'est des vrais rouges, quoi. C'est pas des bordeaux, c'est des rouges fluo, je sais pas comment dire, mais par micro-touches par endroit, et qui pour moi suffisaient à égayer un petit peu sans que ce soit trop too much non plus. Le côté minimaliste, je l'ai quand même gardé, parce que moi j'aime bien qu'il y ait peu de choses, mais de Mm. manière générale, j'ai peu d'objets et ça me va bien. Tu vois, par exemple, chose toute bête, hein, je préfère les meubles faits sur mesure, qui bougeront pas. Le jour où tu revends, ils restent là, ça ne bouge pas, que avoir plein de petites armoires tu vois, c'est moins. Je trouve ça super charmant chez les autres, mais chez moi, je préfère qu'il y ait, comme si chaque chose était prévue pour avoir sa Mhm. place, tu sais. Euh, donc nous, on s'inspirait un petit peu de ça. C'est marrant parce que peu de temps après qu'on ait ouvert, on a commencé à voir sur. Alors c'est pas nous. Ce que je veux dire par là, c'est pas du tout que c'est nous qui avons inspiré, c'est que je pense qu'on n'a pas été les seuls à s'être lassés un petit peu de ce côté immaculé. Et ces derniers temps, on le voit qu'il y a de plus en plus de projets plus colorés, que ça commence à revenir un petit peu. Mm. Euh, et c'est Mais c'est vrai marrant. que Ouais, pardon. c'est carrément la signature du Claude Dagobert, quoi. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a assez vite frappé, cet univers Mm. très épuré, très, très quand même dans les tons neutres et les beaux matériaux au sens de ce que j'aime appeler la boîte, tu vois, les murs, le sol, voilà. Mm. Mais avec des touches de couleurs pop un peu par-ci par-là et du mobilier design et une sélection de luminaires très pointus que vous avez essayé d'harmoniser en fonction des espaces et c'est ce qui fait vraiment l'originalité des lieux. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Tu l'as mieux résumé que moi, tu vois. C'est c'est vraiment ça. En fait, on a essayé d'avoir quelque chose d'à la fois intemporel et qui avait une identité propre. Ce qui n'est Mm. pas évident quand on le dit parce que les deux vont pas forcément ensemble. D'avoir une identité très marquée tout en étant hyper intemporel. Oui, mais en fait, Et voilà. vous avez appliqué une recette que j'ai envie de dire, qui fait
temporalité, probablement, voilà, on va dire ça comme ça, c'est que la base vous êtes parti sur une base plutôt neutre, plutôt qui va à tous, et c'est le mobilier, les accessoires, les luminaires, c'est avec ça que vous avez apporté votre touche de personnalité, C'est ça. et c'est vrai que c'est une bonne façon de faire, parce que le jour où vous vous en lassez, vous avez juste à changer les accessoires, le mobilier, mais pas à changer, à tout refaire, reprendre les pinceaux, refaire l'intégralité de la déco, refaire la salle de bain. Mais c'est exactement ça, tu vois. Sur tout ce qui est, selon moi, facilement changeable, du type des peintures, des trucs comme ça, on est allé sur du simple. Enfin, franchement, pour le coup, on a fait du blanc. C'était très bien. Et pour tout ce qui était... Enfin, pardon, je ne sais plus ce que je te raconte. Non, mais c'est ça, c'est pour tout ce qui était peinture, voilà, on a fait du blanc sur les grandes surfaces et par contre, par touche, on a amené des couleurs très vives, justement parce que pour moi, c'était plus facilement changeable. Si un jour je me laisse une petite surface refaire, moi j'adore le bleu clin, les rouges pétants, enfin j'adore ces couleurs hyper, Pop. ouais, hyper vives. J'adore, moi quitte à mettre de la couleur, t'en mets quoi. J'adore ces couleurs-là. Mais par petites touches, tu vois, trop, je pense que... En fait, On peut vite s'enlacer là pour le Ouais, coup, c'est sûr. exactement. Donc, tu vois, faire un mur entier, ça ne me viendrait pas l'idée non plus. C'est toujours une porte, une tête de lit. Enfin, souvent, c'est des toutes petites choses. Enfin, finalement, c'est petit à l'échelle de la pièce. Et comme ça, la couleur, elle devient presque une œuvre d'art en elle-même. Tu vois, au lieu d'accrocher un tableau, ça va être cette couleur-là à cet endroit précis, tu vois. Et c'est facilement changeable, comme tu le disais. Et c'est facile. Comme tu le dis bien justement, c'est du coup une possibilité pour toi qui crée des tableaux chez toi d'aller faire des clins d'œil à ces petites couleurs un peu originales et faire en sorte que les tableaux qui viennent du coup décorer tes chambres correspondent à l'univers global. C'est ça. Moi, je suis devenue une vraie auvergnate. Et donc, dès que tu vois, j'ai des restes de peinture ou des trucs comme ça, je crée des tableaux avec ou je fais des associations de couleurs ou je m'amuse avec. Alors, la plupart, je les affiche pas forcément, mais tu vois, c'est plus dans mon espace à moi que je vais les afficher. J'en ai quand même quelques-uns dans les chambres d'hôtes. Mais j'aime bien garder, même dans mes tableaux, des couleurs neutres par endroit avec d'un coup une couleur très forte qui contraste. Et j'aime bien cet univers-là un peu arty, avec des choses assez colorées, mais vraiment par parcimonie, comme j'ai envie de dire. Et, euh, et c'est ça. Et l'autre chose pour lesquelles on voulait également des incontournables, c'était les salles de bain, parce que les salles de bain, c'est vite un budget énorme à refaire. C'est avec la cuisine, hein, de toute façon, c'est les deux pièces qui coûtent vite le plus cher. Donc c'est aussi pour ça que tu vois mes salles de bain, au niveau de mes coloris de béton ciré, quasi à chaque fois, je suis partie sur. Alors il y en a une qui est dans les roses, mais pareil, ça reste encore un rose très poudré, très presque beige, donc on est quand même sur quelque chose de très classique. Mais sinon, on est vraiment sur des teintes de beige, crème. Enfin, on est sur des trucs très intemporels. Et, et voilà, parce que je sais qu'une salle de bain, l'objectif, c'est qu'elle dure au moins 10 ans. Donc, je veux avoir quelque chose où dans 10 ans, ça ne sera pas déjà complètement démodé ou autre, quoi. Donc ça, c'était important. Et par contre, dans les pièces qui ont vocation à être plus changées, qui ont vocation à être... c'est pas un budget si énorme que ça, où ça se change facilement, c'est plus là-dessus qu'on a osé. Et encore que, tu vois, je te dis ça comme si j'allais changer, mais c'est vrai que j'ai pas vocation tout court à trop changer mes objets, tu vois, parce que même dans même tu vois, des luminaires très jaunes pétants que je peux avoir, t'en as derrière moi. Enfin, les gens n'ont pas la visio, mais toi tu l'as, où j'ai des appliques en gros qui sont rondes en béton jaune fluo. Euh, j'ai des chaises, pareil, de designer jaune pétant aussi. J'en ai un autre bleu pétant. Même ces mobiliers-là qui sont un peu vifs, justement, c'est des mobiliers qui sont des mobiliers de designer pour beaucoup et qui ont du coup vocation à eux aussi rester là longtemps.
Ça reste des pièces qui deviennent presque iconiques en fait. Et qui, en vrai, je pense sincèrement, encore mis peut-être des couleurs de tête de lit que je changerais à l'occasion parce que bon, les couleurs me plairont peut-être moins ou auront vieilli avec le soleil ou peut-être du linge de lit parce que bah, c'est normal, ça s'use, etc. Je pense pas que j'ai vocation à changer grand-chose dans mon intérieur avant une dizaine d'années. Tant mieux, c'est Voilà. que les choix te correspondent, c'est bien. Ouais, pour l'instant en tout cas. Et on peut parler de ton amour des portes secrètes? Oui, on peut. Mais je pense que ça va avec la couleur, tu sais, genre, je t'ai dit, j'aime les trucs un peu... Je pense que j'ai une âme d'enfant qui est jamais partie. Et je trouve ça cool et j'adore la cultiver, tu vois. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'aime les couleurs un peu vives, les trucs un peu qui me font rire, parfois un peu kitschou par endroits, tu vois. Et, euh, et je pense que rêver d'avoir une pièce secrète chez soi, ben on l'a toujours fait. Enfin, je pense qu'on a tous eu ce rêve un petit peu, ou cette lubie quand on était enfant. Tu pousses le fond de la bibliothèque et oui. Ouais, mais oui, on l'a tous eu, non? Alors peut-être pas jusqu'à vouloir le concrétiser vraiment chez soi, mais, euh, mais le penser ou trouver ça génial quand on voit ça dans un film ou autre, je pense qu'on est beaucoup ça. Je pense pas que j'ai inventé grand-chose là-dessus. Et sauf que nous, on a eu envie de le concrétiser, quoi. Pour une fois, on avait une grande maison, donc il n'y avait pas besoin qu'en ouvrant la pièce, on voit tous les espaces, c'était déjà suffisamment grand. Donc, on a pu se créer des petites pièces secrètes dérobées. Et je pense que nous, ça Lesquelles? nous fait Tu nous plaisir. dis un peu quand Ah même? ouais, nous, on en a deux. On en a deux principales. On a, enfin, plus d'autres accessoires, mais qui sont chez nous, donc l'intérêt est moindre. Mais on a une armoire, une vieille armoire qui a été récupérée et qui, pour le coup, fait vraiment comme une armoire de Narnia où on ouvre à l'intérieur et derrière, il y a des chambres. Voilà. Et on en a une autre où là, c'est carrément la cuisine du gîte familial. Où là, quand on ouvre deux portes de cuisine, on pousse la porte et derrière, on a toute la rangerie. Donc, on a 90 mètres carrés qui se déploient. Derrière, c'est 30 mètres carrés de salon. Donc, c'est encore plus grand derrière. Et en général, ça fait bien son petit effet, mais aussi bien pour les grands que les petits, quoi. Oui. Ça marche à tous les étages. Et je pense que ça fait aussi partie de l'identité du lieu, tu vois, d'essayer de... on voulait un truc qui était à la fois serein, qui amène de la détente, etc. Mais on voulait un truc un peu cool qui titille un peu notre âme d'enfant, qui fasse sourire, etc. Je pense qu'on avait envie de... on voulait pas juste être un lieu joli, calme et pour le ressourcement. On voulait être aussi quelque chose d'un peu de rigolo, tu vois, dont on se rappelle C'est réussi, je crois, là, grâce à ouais, ça. on essaye en tout cas. L'expérience peut faire son effet, c'est sûr. Ouais. Et alors, pour finir, ce serait quoi ton conseil pour ceux qui ont envie de se lancer dans la réno? Super bien s'entourer. Super bien s'entourer. Nous, je te dis, nous, on a eu des soucis avec une entreprise. Je rentrerai pas trop dans les détails parce on est encore on est en procédure, pour te dire, avec une des entreprises. Mais sinon, avec les autres artisans, ça s'est très bien passé. Donc, tu vois, j'ai pu voir à quel point, entre des artisans avec qui ça se passe bien et d'autres avec qui ça se passe pas très bien, ça te change complètement le rapport que tu as à ton projet, ta fatigue, ton stress, enfin, énormément de choses. Donc, je pense que bien s'entourer, c'est essentiel. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le conseil numéro 1. C'est sûr. Voilà. Essayer de fixer au mieux ses budgets. Alors, je dis ça là, ça peut paraître ironique, mais c'est parce que justement ça a été compliqué. Puis j'ai écouté tes autres podcasts, je suis pas la seule, loin de là. Donc c'est hyper important de se rajouter. Nous, c'est ce qu'on avait fait. On s'était rajouté quasiment 15% de marge au cas où. Et tu vois, malgré ça, ça a été dépassé. Donc, avec ce qui se passe en ce moment, avec l'inflation, c'est très compliqué de déterminer des budgets sur une période actuelle qui est tellement changeante au niveau des prix, etc. Donc ça, il faut en avoir conscience, essayer de se faire le plus épaulé possible pour pas trop se faire avoir, ou en tout cas pas se retrouver dans le mur. Ça, c'est mon deuxième conseil. Et ensuite, je dirais,
je trouve important de se fixer aussi des délais. Heu, avec, notamment l'exemple que je t'ai donné sur, mon salon, qui est le seul truc qui est pas fini parce que justement je n'ai pas de délai, Mmh. tu vois? Et le problème, c'est quand on n'a pas de délai, la fatigue au niveau des travaux, le ras-le-bol, vous l'aurez tous à un moment. C'est normal, on passe tous par là. On a les premiers mois, on est euphorique, surexcité, on adore, on comprend pas que des gens puissent ne pas aimer les travaux, on adore nos travaux, c'est génial, on aime la poussière, c'est trop bien. Ouais, surtout qu'au début, il y Puis, a la démol, donc c'est marrant, c'est sûr. ah, c'est trop bien, c'est génial, on pourrait faire ça toute notre vie et tout. Voilà. Après passe la phase, Ou ça n'avance pas. ça n'avance pas, on est saoulé, on n'en peut plus, on fatigue, on est à bout, on a toutes les déconvenues qui arrivent au même moment en général. Le budget qui explose, l'artisan qui a dit qu'il venait, qui vient pas, alors qu'il C'est avait dit ça. qu'il venait. Enfin bref, et là, on a un peu des moments de bad, un peu de déprime à ce moment-là. En général, voilà, on a des gros moments de ras-le-bol à un moment. C'est normal, vous inquiétez pas. Si vous êtes à ce moment-là de vos travaux, on y passe tous. Et en fait, ce qui fait qu'on continue et qu'on lâche pas, etc., je pense, c'est le fait d'avoir des échéances. Des objectifs. Et des objectifs et des échéances de temps. Mmh. Et moi, je sais que plusieurs fois, surtout avec cette fatigue-là, avec un bébé, il avait même pas 2 ans, un autre enfant à ce moment-là. Donc, nous, on avait, en plus de ça, on s'était rajouté cette difficulté supplémentaire. Euh, Honnêtement, je pense que baisser les bras, on l'a jamais fait, mais ça nous a, à un moment, ça te titille un petit peu. Et tu l'as pas parce que tu as des échéances de budget, de temps, il faut ouvrir à telle date, etc. Donc, tu tiens coûte que coûte. Et une fois que tu tiens, tu es hyper content d'avoir tenu et tu te demandes même, tu te dis, mais c'est n'importe quoi, j'ai même pensé à abandonner, n'importe quoi. Mais tu tiens aussi en partie parce que tu as des délais. Donc, je pense que c'est important de s'en mettre. Pas trop se précipiter, bien réfléchir le projet, ça c'est important. Mais quand même se mettre une date, te dire, il ne faut pas que je dépasse telle date. Mmh. Parce que, tu vois, exemple, je te donne un autre exemple. C'est marrant parce que c'est vraiment à mon étage qu'il n'y avait pas d'échéance. La seule échéance, c'est qu'il fallait que ce soit vivable. Donc, bon, ça, finalement, tu vois, ça peut vite être vivable. Mais nous, du On coup, n'est pas très exigeant en plus. on n'est pas hyper exigeant. En plus, on n'en peut plus, on veut juste emménager. Enfin, voilà. Et donc, moi, pendant longtemps, notre étage, ah, mais il était honteux. Moi, je ne recevais pas d'amis chez moi. J'avais trop honte à mon étage. J'attendais qu'il n'y ait pas de clients. Je les recevais ailleurs, mais pas chez moi. Et en fait, à un moment, on a dû recevoir du monde où on leur prêtait notre chambre. Et du coup, en fait, il fallait que la salle de bain soit prête. Notre salle de bain n'était toujours pas prête parce qu'on avait un autre point d'eau fonctionnel, donc ça nous allait bien. En une semaine, on a fini ce truc qui n'était pas fini depuis. Ça faisait honnêtement 6 mois que il faudrait peut-être qu'on le finisse quand même. Mais comme il n'y avait Ah, pas donc bilan, d'échéance, on ne le il faut faisait pas. inviter des amis pour se fixer une échéance. Exactement. Non, mais ouais, c'est ça. Mais en fait, bilan, il te faut quelque chose qui te pousse à dire faut Mmh. impérativement que ce soit fait. Alors, nous, c'était facile. On a des clients, donc on a des vraies échéances qu'on ne peut pas Mmh. retarder. On ne peut pas procrastiner, hein. Il y a des gens qui viennent à telle date. Il y a des prêts à rembourser liés à cette activité. La procrastination, elle ne s'est pas faite du tout sur le lieu d'accueil des clients. La procrastination, elle s'est faite sur notre lieu d'habitation à nous. Mmh. Donc, en fait, ouais, je pense que c'est bien de se fixer des dates. Même si on est fatigué, même si tout ce que tu veux, je pense qu'il faut se fixer des dates un peu réalistes. Sinon, je pense que 15 ans après, il y a des trucs qui ne seront jamais faits. Et je C'est pense qu'on sûr. connaît tous des gens autour de nous, leur maison, ça fait 10 ans qu'elle est en Mmh. travaux. Et il y a toujours une pièce où on se dit, ouais, un jour, parce que voilà, parce que j'ai saturé des travaux, ce qui est légitime, hein, nous le premier, et je jette pas la pierre, hein, moi aussi, il y a un mur là qui est pas fait. Mais, euh, mais je pense que le risque, c'est de durer trop longtemps Ouais. là-dedans, et je pense qu'on a aussi besoin psychologiquement de passer à autre chose et de finir. Il faut une date pour ça. C'est ça. Non, mais très bon conseil. Et si tu avais des livres ou un conseil de ressources, quelque chose qui t'a aidé pendant votre projet, Ouais. ce serait quoi? Alors, j'ai pas lu beaucoup de livres sur le sujet. Moi, j'ai plus été sur les sources d'inspiration type Instagram et Pinterest. Sur Instagram, je peux te donner plusieurs comptes qui, moi, m'ont inspirée. Je suis pas mal allée sur des comptes d'architectes qui avaient un univers qui me parlait. Donc, moi, il y avait eu Edu, qui me parlait Mmh. bien, Edu Studio. Tu avais Pauline Borgia qui a Atelier Steve. Alors maintenant, je crois que ça s'appelle juste Pauline Borgia, mais à l'époque, ça s'appelait Atelier Steve. Et tu avais aussi Batik Studio qui m'avait inspirée. Et sinon, tu as aussi Good Moods.
Donc, tu vois, tu en as 4 qui m'ont énormément inspirée, avec des univers distincts, mais qui se regroupent sur certaines choses quand même. Après, tu as d'autres sites que je trouve inspirants aussi, qui sont des sites de marque, mais qui inspirent, notamment tout ce qui va être Réforme Copenhague, Plume Living, Beauclip, donc tous ceux qui font du Ikea hack, en fait. C'est tout bête. Mais quand tu n'as pas un budget hyper extensible, que comme moi, tu aimes bien les impressions de sur-mesure un peu partout, ça te permet, sans être menuisier, de facilement faire des trucs un peu cool. Et eux, du coup, ont pas mal de propositions qui sont sympas. Donc, et après, si ton budget est serré, rien ne t'empêche de mettre des portes Ikea classiques. Mais en tout cas, ils ont pas mal d'idées. Et si tu veux des trucs un peu cool, va chez eux, c'est bien aussi. Ouais, Mais il y a pas mal de ressources, en tout cas, et d'idées. Projets d'inspiration. Ouais, il y a pas mal d'idées de détournement de meubles Ikea que je trouve sympa. Et après, en termes de podcast, donc il y a ton podcast déjà, ceux qui découvrent. Il y a le Chantier Podcast qui est pas mal aussi là-dessus. Et tu as celui qui parle plus des tendances. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que c'est vrai que moi, je ne les ai pas particulièrement suivis, mais en tout cas, ça parle de ce qui se fait et rien que ça, c'est intéressant. C'est Décodeur. Exact. Tu vois, voilà. Que je trouve super. Mais ça, tu vois, c'est mes ressources principales. Et après, tu as certaines ressources, tu vois, mais c'est plus des liens Pinterest qui t'emmènent vers eux. Donc, je vais quand même les citer parce que j'ai quand même pas mal été sur des idées de plans, de choses comme ça. Ou tu as Côté Maison qui fait pas mal de... tu vois, qui vont t'aider pour l'implantation de ta cuisine, tu vois. Enfin, ils soumettent, par exemple, tu tapes, j'ai 10 mètres carrés de cuisine, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, ils te sortent certains plans, donc ça peut être pas mal. Tu as AD Magazine, enfin, tu en as quand même pas mal des biens, mais je trouve que rien que Pinterest, Instagram te permettent déjà de recouper le gros, selon moi. C'est vrai. Voilà. Super. Écoute, merci beaucoup, Marine. Merci de t'être prêtée au jeu. C'était vraiment un très chouette moment partagé avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Désolée d'être partie un peu dans tous les sens. Non, pas de soucis. C'était très bien. C'était vraiment très, très intéressant aussi dans tout ce qui est vraiment recherche du bien et redéfinition un peu de son projet. C'était chouette. J'en profite pour dire à nos auditeurs aussi que si ça leur a donné envie de venir séjourner chez vous au Clos d'Agobert, on peut te retrouver sur Instagram, n'est-ce pas, et donc sur le Clos d'Agobert, je ne t'avais pas cité encore jusque-là, oui. Et sur votre site internet, donc leclosdagobert.com. Je mettrai bien sûr, comme d'habitude, tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci à toi. Merci et à bientôt, Marine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.